Mesdames et messieurs, d'abord je voudrais remercier le professeur Marc Fontcalfe de m'avoir invité. Je suis très très honoré d'être dans ce lieu prestigieux. Donc le titre de mon intervention, je ne vais pas le relire parce qu'il est très compliqué et je vais peut-être switcher tout de suite à un titre qui est probablement plus simple. Et donc on va analyser peut-être deux parties aujourd'hui, c'est-à-dire une partie sur les P450 qui est d'essayer de comprendre comment ces P450 reconnaissent les substrats, parce que pour une application biotechnologique évidemment ça va être très important. Et dans une deuxième partie, on va s'intéresser aussi à la P450 réductase, parce que les outils finalement qu'on a mis en place pour analyser les P450 finalement nous ont permis aussi d'analyser comment la P450 réductase fonctionne. Et je voudrais justement essayer peut-être d'illustrer le fait que d'origine je suis généticien et comment ça nous a amené finalement à avoir une démarche qui permet de comprendre un peu ce type de protéines. Comme je vous dis, je suis généticien et ce qui m'a toujours frappé dans la partie génétique, c'est comment on peut avoir de la diversité autour d'un noyau central. Ici, voilà des exemples typiques de coccinelles qui sont toutes morphologiquement identiques, mais avec des spécificités, vous voyez, au niveau couleur, nombre de points, etc. On retrouve ça, évidemment, dans un certain nombre, dans toute la nature, on le retrouve vraiment à de multiples occasions. Et tout le monde sait, évidemment, que l'origine de ça, c'est l'ADN. L'ADN est évidemment la source de la diversité dans ces systèmes-là. Et plus particulièrement, au sein de ces ADN, le fait d'avoir des gènes différents font qu'on a des protéines avec des fonctions différentes. Donc cette origine de la diversité moléculaire, et c'est, je pense, là-dessus qu'on va, en fait, finalement, nous on a basé notre travail. Tout le monde le sait, l'origine, c'est les mutations qui permettent d'avoir des modifications ponctuelles d'acides aminés dans les protéines. Et un autre phénomène qui est, là on va en parler beaucoup aujourd'hui, la recombinaison. Finalement, la recombinaison est un système qui permet de mélanger l'ensemble des mutations. Et ça, du point de vue d'abord fondamental, puis après biotechnologique, c'est ce qui a permis de faire des avancées spectaculaires, et notamment dans le domaine des P450. Donc, on va parler au départ de ces P450, et notamment de l'espace de séquences que ces P450 explorent. Comme Marc vous l'a rappelé, en termes de réactivité, ce sont des molécules qui font des monooxygénations. Il y a à l'heure actuelle, aujourd'hui, plus de 20 000 gènes de P450 qui ont été clonés, qui ont été identifiés, classés. Donc je vous laisse imaginer la diversité moléculaire qu'il y a à l'intérieur. Et cet espace de séquence, est-ce qu'on peut traduire cet espace de séquence en un espace de fonction? Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette première partie. Alors, quand on s'intéresse à l'espace des séquences, on peut éventuellement essayer de représenter cet espace de séquence par un diagramme à 3 dimensions. Ici, vous avez un axe qui est la position sur la protéine, depuis le N-terminal jusqu'au C-terminal. Un axe qui ici représente l'étendue des acides aminés. Et ici, l'axe, c'est deux protéines différentes, parce que sur une protéine, effectivement, on peut la représenter comme une espèce de graphique, qui est une protéine particulière. Et si on modifie légèrement chaque acide aminé, on peut finalement arriver à une représentation spatiale des protéines qui ressemble un peu à une montagne avec des vallées, des pics, etc. Donc ça, c'est ce qu'on représente en fait l'espace des séquences, c'est-à-dire finalement quelque chose qui est extrêmement divers, mais qui forme un paysage. Et tous nos travaux finalement qu'on va présenter aujourd'hui sont en partie basés sur cette première publication qui est arrivée en 1994 et qui est extrêmement importante de Pim Stemmer, qui a montré qu'on pouvait, par des techniques génétiques in vitro, cette fois-ci, fabriquer finalement en mélangeant ces ADN qui contiennent toutes des acides aminés différents, des bases différentes et qui codent pour des acides aminés différents, finalement, on peut remélanger cet espace de séquences individuelles pour former des groupes dans lesquels on a des mélanges finalement des mutations qui sont présentes. Et cette banque qui a explosé finalement la diversité originale, on peut sélectionner parmi ces différents éléments des protéines avec des fonctions particulières. Donc, Stemmer, c'est donc l'origine, c'est l'évolution dirigée des protéines, c'est-à-dire qu'on produit une combinatoire de fonctions, et dans cette fonction, on va sélectionner les quelques éléments qui nous intéressent, et à partir de cette sélection des quelques éléments qui nous intéressent, on reprend les éléments, et on les remélange, et on refait ce type de cycle qui permet finalement d'enrichir dans la population des protéines avec une fonction particulière qui nous intéresse. Et donc finalement,
c'est ça le point. Donc, on peut finalement introduire des mutations et générer de la diversité, et à partir de ça, sélectionner des variants, recombiner les meilleurs et recommencer. Et ça ressemble finalement à ce que fait, grosso modo, l'évolution naturelle dans les systèmes biologiques. Simplement, on le fait in vitro, toutes ces parties-là sont faites in vitro, et une seule partie est faite in vivo, et c'est la sélection. Alors, typiquement, quand on veut explorer l'espace des séquences, finalement, ça consiste à prendre deux séquences que j'ai représentées ici sous une forme bidimensionnelle. Vous voyez une protéine bleue foncé, une protéine bleu clair, et on part de deux protéines qui sont différentes. Explorer l'espace des séquences, et c'est finalement explorer toutes ces intermédiaires qui sont entre les deux et qui permettent éventuellement de passer de la protéine bleu foncé à la protéine bleu clair. Mais quand on fait ça, il est évident que l'idée derrière la tête qu'on a en mélangeant ces protéines de départ, c'est aussi d'explorer l'espace des fonctions, c'est-à-dire que si les deux protéines A et B de départ ont des fonctions différentes, alors on va explorer finalement à partir de ces deux fonctions de départ tout un ensemble de fonctions qui seront présentes dans les séquences recombinées. Et donc on en vient, voilà, typiquement à la question des P450. Alors notre équipe s'est intéressée particulièrement aux P450 du métabolisme des xénobiotiques, comme a parlé Marc, donc ceux du métabolisme des xénobiotiques, c'est finalement les P450 qui ont été clonés et identifiés les premiers, parce que ce sont ceux qui sont responsables du métabolisme des médicaments, des polluants, enfin de toutes les molécules qui sont effectivement non biologiques. Et dans ces P450, on s'est intéressé à une sous-famille particulière qui est la famille 1A, et qui a deux membres, le 1A1 et le 1A2. Bon, vous voyez, ce sont des protéines qui ont rigoureusement la même taille, à deux acides aminés près. Le P450 est un 1A1, il est impliqué plus particulièrement dans le métabolisme des polycycliques aromatiques, donc ça, ce sont des molécules qu'on trouve un peu partout. Il est principalement extrahépatique et il est responsable du cancer du poumon. Les molécules qui sont issues du tabac sont métabolisées par le P450 et produisent des intermédiaires qui sont extrêmement réactifs et extrêmement toxiques. Le 1A2, lui, il métabolise quelques polycycliques aromatiques, mais c'est plutôt les amines aromatiques qui sont ces substrats. Il participe activement au métabolisme des médicaments, il est principalement hépatique, et lui, il est responsable du cancer du foie. Donc vous voyez deux P450 qui ont un intérêt dans le domaine de la santé évident. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils n'ont que 72% d'identité de séquence, donc ce n'est pas très élevé, même si c'est quand même plus que deux enzymes qui ne se ressemblent pas. Et ce qui est intéressant du point de vue des P450, c'est qu'ils ont un certain nombre de substrats qui sont communs et un certain nombre de substrats qui sont spécifiques. Et donc, il est particulièrement intéressant de comprendre quels sont les motifs dans ces séquences qui participent soit à la spécificité, soit au fait que le substrat est un substrat générique. Et lorsqu'on a commencé ce projet, à l'époque, il n'y avait pas de structure tridimensionnelle des P450 de mammifères, il y en avait de P450 bactériens, mais on n'avait aucune structure tridimensionnelle de P450. Donc ces structures-là sont apparues dans les années post-2000, et ce travail a commencé plutôt dans les années 97-98. Donc on a finalement des P450 différents, des spécificités de substrats croisées, et ça c'est important. Et la question qu'on s'est posée, c'est si finalement on génère de la diversité moléculaire à partir de ces P450, à partir de ces deux parents, est-ce qu'on va générer une diversité de fonctions? Et la deuxième question, quelle est la tolérance finalement de ces systèmes-là à la mutagénèse ou à l'échange de segments? Et ça a une importance pour les xénobiotiques, parce que les xénobiotiques sont des molécules que, jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez jamais rencontrées quand on teste un nouveau médicament. A priori, l'évolution n'a pas sélectionné de P450 pour ce métabolisme de médicaments. Et donc, quelle est la plasticité moléculaire de ces systèmes-là pour reconnaître finalement des molécules nouvelles? Et enfin, la question qui était une question très fondamentale et qui reste toujours fondamentale, comment identifier finalement, peut-on identifier les motifs qui sont liés à la spécificité de substrat sans aucune connaissance, à l'époque où on a démarré ce travail, sans aucune connaissance de la structure? Alors, même si il était probable que la structure n'était pas très différente des P450 bactériens qui avaient été cristallisés à l'époque. Alors, comment on a fait? Donc voilà, je vous rappelle les deux formes parentales que je vais appeler CYP1.1 pour cytochrome P450.1.1 ou CYP1.2. Ils sont représentés en bleu et en
en rose ici, comment on génère de la diversité. Donc on a ici 3 systèmes où on a généré de la diversité. Un premier qui sont une série de mutations dans une zone très très particulière du P450, qui est une zone qui avait été décrite pendant des années comme étant une zone de reconnaissance des substrats sur la base d'alignement de séquences. Donc sur cette partie-là, on génère toutes les mutations possibles et imaginables. Dans un deuxième type de banque, on produit des ADN chimériques, c'est-à-dire qu'il y a, vous voyez ici, une partie du 1 à 2 et une partie du 1 à 1. Donc chimère, c'est-à-dire simplement un point de recombinaison entre les deux P450. Et ensuite, on génère des ADN mosaïques. Cette fois-ci, il n'y a pas un segment qui a été changé, mais plusieurs. Donc on a plusieurs segments, soit du 1 à 1, soit du 1 à 2, qui sont rentrés dans l'autre enzyme. À partir de là, ces banques de P450 ont été exprimées dans un organisme hétérologue, la levure, et on prépare, si vous voulez, la fraction microsomale, qui est la fraction qui contient les P450, et on teste ses activités. Alors, pour compliquer l'affaire, parce que c'est plus intéressant de compliquer encore à partir de ça, on a donc, vous imaginez, une banque d'un certain nombre d'éléments de P450, mais on ne va pas faire une analyse avec un seul substrat, on va utiliser des banques de substrats. Donc ici, vous voyez par exemple des banques de polycycliques aromatiques, quelques composés qui sont fluorescents, mais on a aussi analysé des stéroïdes, des flavonoïdes. Bon, vous voyez, toutes ces molécules-là ont la particularité d'avoir des cycles. Effectivement, les P450 de la famille 1 ont la particularité d'aimer les molécules qui sont cycliques, soit saturées, soit insaturées. Alors, comment on peut faire de l'enzymologie de ces systèmes-là? Là, on atteint quand même des zones qui sont compliquées pour les biologistes, parce que les préparations microsomales ne sont déjà pas simples à faire. En termes de cinétique, tous ces systèmes-là ont été analysés par des cinétiques individuelles. Or, on est obligé de faire de l'enzymologie classique, hein, c'est-à-dire de prélever à différents temps la réaction, analyser en HPLC, en masse, pour identifier les produits de la réaction, etc. Donc ça a été fait. Une partie qui a été évidemment énormément aidée par l'ajout de la robotique dans nos labos, évidemment, puisque toutes ces cinétiques-là sont réalisées par des robots, sans quoi il est rigoureusement impossible de faire autant de cinétiques. Donc ici, vous voyez quelques exemples de ces cinétiques-là. On vérifie évidemment à chaque fois que sur chaque substrat, le fait de ne pas avoir de P450 dans la préparation ne produit pas de métabolites. Et là, on mesure les produits de la réaction. Et on identifie les différents produits de la réaction. Donc, les résultats intermédiaires bruts sont des séries de cinétiques pour lesquelles on mesure une activité spécifique. Alors, je reviens sur le fait qu'on mesure ici qu'une activité spécifique. On n'a pas accès, dans ces systèmes-là, pour des raisons de complication des microsomes, on n'a pas accès à la concentration de l'enzyme qui nous intéresse. Donc, on mesure juste une activité spécifique par milligramme de protéines. Et donc, ça donne finalement des tableaux absolument immenses d'activités spécifiques, puisqu'on a la vitesse de production, l'activité spécifique, pour chaque métabolite produit de chaque substrat. Alors, les premiers résultats ont été surprenants, parce que finalement, sur 96 produits chimiques commerciaux qui étaient testés, alors ils étaient sélectionnés, on avait tous pris la précaution de prendre des molécules qui étaient cycliques, évidemment, donc ce n'était pas non plus complètement aléatoire. 77 sont des substrats, pour la plupart, qui n'étaient pas connus du 1 à 1. 51 sont substrats du CYP1A2. Et avec ces 77 substrats, du 1 à 1 par exemple, on trouve 167 métabolites. Donc vous voyez que finalement, déjà, on a ici une diversité absolument extraordinaire, d'abord de la collection de substrats, mais d'à partir de ces substrats, de collections de produits qui sont formés. Si on prend par exemple que les substrats stéroïdiens, on observe 78 métabolites différents. Donc pour en revenir encore à ce que disait Marc, vous voyez ici que non seulement les P450 prennent finalement des familles de substrats très larges, mais en plus sont capables probablement de faire tourner ces substrats dans site actif pour former des métabolites différents. Vous voyez aussi à quoi finalement on arrive. Donc je vous laisse imaginer qu'on n'arrive pas à analyser à l'œil ce type de données. Bien évidemment, ça c'est une petite partie des tableaux qui sont générés. On dirait la matrice, hein. Ces chiffres peuvent défiler comme ça pendant des heures. À ce stade-là, ce n'est pas très intéressant. Donc on a en tout cas des matrices
qui ont sur un axe les variants de P450 et sur un autre axe les métabolites qui sont formés. Donc à partir de ça, on va essayer de commencer à faire ces premières représentations de la diversité qu'on obtient. Donc ici, j'ai représenté, voilà, ces tableaux ici sont représentés à partir de ces substrats-là. Et donc, alors je ne voulais pas ici nommer plus haut, mais 1 AMU, ce sont les séries de mutants ponctuels. 1 ACH, ce sont les chimères, donc qui ont juste une échange, un brin, et mosaïque ici sont les P450 pour lesquels il y a eu plusieurs insertions. Alors ce qu'on voit très bien ici vous avez le wild type 1.1, ici le wild type 1.2. Vous voyez ici que par exemple, il y a une distinction très nette entre le 1.1 et le 1.2. D'accord ? Ici, le jaune montre qu'il y a une activité très forte et le noir montre qu'il n'y a pas d'activité. Pour ces molécules-là, par exemple, il y a une activité très forte sur le 1.2, pratiquement rien sur le 1.1. Et ce qui est troublant, c'est que finalement, dans tous ces mutants qui ont été faits sur le 1.1, finalement, on génère assez peu de diversité. En fait, ça se voit parce que ici, la série qui est entre le 1.1 et le 1.2 ressemble plus fortement au 1.1 qu'au 1.2. Et c'est vrai à peu près, à quelques exceptions près, bien sûr, c'est vrai de pratiquement l'ensemble des mutants qui ont été générés. Donc finalement, quand on cible une zone, on obtient un petit peu de diversité, mais pas autant qu'on l'aurait souhaité. Si maintenant on prend les chimères, déjà la situation est différente. Pourquoi ? Il y a typiquement des cas où la diversité effectivement ressemble plus à du 1.1, mais des cas où ça ressemble plus à du 1.2. Donc déjà, le fait d'échanger des segments permet finalement déjà de commencer à produire une diversité qui n'existe pas forcément dans les deux parents, puisque les activités ici sont modifiées. Et dans le cas des mosaïques, alors là, vous voyez que les taches jaunes ici se répartissent. Donc on commence effectivement, avec des mosaïques, à avoir un espèce de glissement progressif entre le 1.1 et le 1.2, mais pas seulement, parce qu'en fait, quand on analyse ce qu'il y a dedans, on voit aussi des molécules nouvelles qui sont produites, qui ne sont pas produites ni par l'un des parents, ni par l'autre des parents. Donc le problème, c'est, à partir de ça, est-ce qu'on est capable de revenir et de comprendre finalement les motifs qui permettent la sélection de substrats. Et on a réfléchi pendant très longtemps, et j'avoue que c'est un problème qui nous titille toujours et qu'on n'a pas complètement résolu, c'est quels sont les modes de représentation, graphiques ou autres, mathématiques, pour comprendre et pour essayer d'analyser la totalité de ces résultats. Donc on a essayé, bon là c'est aussi encore une image qui montre qu'on a un système divers. Si vous voulez, ici, en fait, on représente pour chaque forme, on fait la somme de tous les métabolites, et on regarde comment ces métabolites se répartissent en pourcentage, tout simplement. Donc ça ne tient pas compte de l'activité. Et vous voyez ici que, effectivement, quand on part et qu'on classe les métabolites du P450 1 à 1, c'est-à-dire le parent ici, donc on les a classés sur un ordre, et on voit tout de suite que l'ensemble des chimères qui sont produites après désorganisent complètement ce système-là. Donc effectivement, on désorganise complètement la reconnaissance du premier parent. Alors, je vais revenir après, comment on peut analyser ces systèmes-là. D'abord, une des premières analyses, c'est qu'on est obligé de normaliser un tant soit peu les données. Pourquoi ? En fait, dans nos systèmes, je vous l'ai dit qu'on n'a pas accès à la concentration d'enzymes. Or, on est bien au courant qu'effectivement, si la concentration d'un échantillon à un autre varie, on va avoir des activités spécifiques différentes. Simplement, ces activités se promènent sur un axe, évidemment, puisque c'est simplement l'activité qui est plus forte. Si on prend un autre variant qui a une spécificité différente, lui aussi va avoir, suivant sa concentration, des activités spécifiques différentes. Alors là, évidemment, quand on est sur ce système-là, si on passe en courbe log-log, en fait, on va avoir une série de droites parallèles, au lieu d'avoir des séries de droites qui se coupent en zéro. Et ces séries de droites parallèles montrent que finalement, quand on est sur une seule droite, ça veut dire que les modifications que l'on voit sont simplement des modifications d'activité ou de quantité de protéines, si vous voulez. Alors que quand on saute d'une droite à une autre, cette fois-ci, on a une vraie différence de spécificité. Donc voilà, donc, on doit faire ce type de normalisation déjà pour éliminer, si vous voulez, tous les effets qui font que dans certains échantillons, c'est plus actif et dans d'autres, moins actif. Mais ce n'est pas tout. En fait, il faut aussi analyser au niveau statistique ces données-là.
Donc je ne vais pas rentrer dans la partie statistique parce que c'est très complexe et puis il y a certaines personnes du labo qui sont beaucoup plus calées que moi dans cette partie-là, mais disons qu'on a fait plusieurs types d'analyses, du regroupement hiérarchique, de l'analyse en composantes principales ou du positionnement dimensionnel pour finalement analyser cette quantité de données qui est issue de ce que l'on voit. Et l'intérêt finalement de faire de la statistique, c'est que la statistique se moque pas mal que ça soit des substrats ou des P450. Finalement, on a une matrice avec des P450 et des métabolites. Et on peut très bien l'analyser du point de vue des P450 ou du point de vue des substrats. En fait, voilà, par exemple, on est capable de classer finalement ces types de substrats par rapport à l'ensemble de la diversité. Et ces regroupements hiérarchiques ont montré qu'on avait des clusters de substrats qui étaient finalement différenciés par l'ensemble de la combinatoire. De la même manière, on peut, sur la base des substrats, classer la combinatoire des P450. Et ça nous a appris notamment des choses très importantes. C'est que, par exemple, le 1 à 2 de lapin avait plus tendance à être du côté du 1 à 1 que du 1 à 2. Et je vous rappelle qu'en fait, simplement, le classement, le fait de les nommer 1 à 1 ou 1 à 2 est basé sur des comparaisons de séquences. Et donc là, au niveau fonction, on voit finalement quelque chose qui est... la comparaison de séquences n'est pas suffisante, en tout cas, pour classer un P450. C'est sa fonction qui est importante. Et dans ce regroupement, dans ce type de regroupement, on voit effectivement apparaître des illogismes, si vous voulez, dans le fait de nommer les P450. Quand on fait l'analyse en composantes principales, là encore, on reprend ces trois banques que nous avons produites. Et ici, ce qui est important dans cette analyse en composantes principales, c'est que premièrement, on distingue toujours très bien le 1 à 1 du 1 à 2. Ça, il n'y a aucun problème. Et ce que je vous avais dit au début, c'est que, effectivement, les mutants du 1 à 1 ne sont... Il y a une petite diversité, vous la voyez ici, d'accord ? Mais globalement, ils ont un comportement qui reste particulièrement 1 à 1 et pas du tout 1 à 2. Alors que dès que l'on produit des chimères ou des mosaïques, cette fois-ci, on atteint des diversités beaucoup plus grandes, toujours avec, vous voyez ici, les deux parents qui sont bien séparés. Donc ça, c'est quand même l'idée de la statistique, c'est bien d'avoir effectivement une séparation entre les deux parents. Et vous voyez qu'ici, le nombre de points se disperse beaucoup plus sur ce schéma, et ça l'est encore plus vrai dans le cas des mosaïques, parce que si vous voulez, dans le cas des mosaïques, voilà, cet éloignement ici, on est obligé de le rapprocher, et vous voyez ce qu'explore la combinatoire finalement des substrats au niveau des mosaïques, qui est finalement beaucoup plus grand que les parents de départ. Et au niveau positionnement dimensionnel, on fait cette même démarche, mais cette fois-ci au niveau des substrats. Donc là, c'est un clustering de substrats. Donc vous voyez ici donc des substrats fluorescents qui sont indiqués d'ailleurs par les flèches, des substrats qui ont des polycycliques qui sont à 2 ou 3 cycles, puis à 4 cycles, puis à 5 cycles. Et ici, si on prend le P450 wild type, c'est-à-dire le parent, on voit que lui dégroupe, si vous voulez, de manière très franche, les substrats qui ont des nombres de cycles importants avec des substrats qui ont des nombres de cycles plus faibles. Alors que quand on passe aux mutants, aux chimères et aux mosaïques, cette distinction se fait de moins en moins. C'est-à-dire que les parents, on avait une sorte de classification dans les parents qui était, certains parents préfèrent les gros substrats polycycliques, l'autre plutôt les petits substrats, et dès qu'on fait des mosaïques, cette fois-ci, on a une progressivité beaucoup plus grande entre ces différents éléments. Alors, je vous l'ai dit, au départ, on n'avait pas du tout la structure, et les structures sont apparues dans les années 2005 à peu près, les structures des P451 et 1.2. Et comment on arrive maintenant, à partir du moment où on a la structure, est-ce qu'on est capable de replacer ces données sur les structures? Donc c'est difficile, mais on y arrive un petit peu. Vous ne serez pas surpris. Alors ici, c'est la structure du P450, telle que vous l'avez montré Marc. Ici, c'est la cystéine qui est ligand du fer. Voici l'hème qui est le siège de l'oxydation. D'accord ? Voici l'hélice qui est ici, où il y a la plupart des acides aminés qui fixent le substrat, qui le retiennent sur l'hème. Et dans les P450 de mammifères, il est apparu très clairement dès les premières structures qu'on ne voyait pas de moyen d'entrer dans la cavité. C'est un vrai problème. Et donc, les gens ont commencé à chercher s'il n'y avait pas des moyens de rentrer finalement au substrat, parce que le substrat, il vient bien de l'extérieur, il n'est pas
générés à l'intérieur, évidemment. Et le seul moyen, finalement, c'est de faire une analyse de canaux possibles. Et pour ça, on prend une petite molécule d'eau, on essaye de la faire pénétrer jusqu'à l'intérieur. En fait, on fait la démarche inverse, on la prend de l'intérieur et on essaye de la faire sortir. Donc une molécule d'eau, c'est tout petit. Et quand on fait ça, on trouve des canaux d'accès, c'est-à-dire des canaux qui laissent passer une molécule d'eau. Je rappelle que les cycles aromatiques à 5 cycles, enfin les polycycliques à 5 cycles, c'est beaucoup plus gros qu'une molécule d'eau. Mais c'est un premier point, et on pense que ces canaux finalement peuvent probablement grandir et rétrécir suivant le type de substrat qui sera accepté. Et vous voyez que les mutants 1-AMU, qui effectivement produisent assez peu de diversité, eh ben, ils sont tous clusterisés dans un endroit qui était pourtant décrit comme contrôlant la spécificité des substrats, mais ils sont clairement en dehors de ces zones où il y a des canaux. Dans le cas des chimères et des mosaïques, ici je représente les chimères parce que pour les mosaïques c'est beaucoup plus difficile, mais pour les chimères, comme c'est un segment qui a été changé, on peut représenter assez facilement. Il y a au moins un des segments qui a été changé, vous voyez ici, qui arrive directement sur cette surface où sont les canaux. Ce qui est important ici, c'est que finalement, dans la protéine, le siège de l'oxydation, c'est ici, mais finalement, le siège de la reconnaissance des substrats, eh ben, il est distribué déjà sur ces positions-là, on le sait, mais en fait, on a l'impression à lire ces résultats que la totalité de la structure, pratiquement, moins quelques zones, puisque vous voyez ici que ça a assez peu d'influence, en tout cas, une bonne partie de la structure est dans le mécanisme de reconnaissance des substrats, et très probablement en jouant sur ces canaux, parce que le fait d'ouvrir ou pas ces canaux, évidemment, va faire qu'on ouvre la possibilité, on ouvre la porte pour que le substrat puisse pénétrer à l'intérieur. Alors, pourquoi on ne représente pas les mosaïques dessus? Parce que les mosaïques, ça devient complexe. Pourquoi? Parce que quand il y a nombre de segments échangés, il faut pouvoir identifier exactement quel morceau de segment est impliqué. Donc c'est intéressant du point de vue génération de la diversité, mais en termes moléculaires, après, la démarche devient très compliquée pour retrouver quel est exactement le bon segment qui identifie une activité particulière. Et donc, ce sur quoi on s'est dirigé vers la fin de ce travail, et qui a été fait sur une autre famille d'enzymes, c'est d'orienter la combinatoire finalement pour être sûr d'échanger exactement les zones que l'on veut. Et ça a été fait avec ces trucs. Les résultats sont encore en cours de génération, donc je ne peux pas vous présenter grand-chose. Mais ici, les échanges sont faits de telle manière à échanger des portions entières de structures secondaires, des hélices, des feuillets, etc., de manière à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation sur les zones d'échange exactes, parce que dans les chimères, dans les mosaïques, pardon, les zones d'échange sont complètement au hasard. Donc, en conclusion de ce travail, avant de passer à la seconde partie, donc, ce qui est important, c'est qu'il est possible finalement de générer des banques de P450 avec des complexités croissantes et avec une excellente diversité, malgré le fait que ces deux P450 au départ, 1.1 et 1.2, sont des P450 de la même famille et qu'ils n'ont que 70% d'identité de séquence, on arrive quand même à avoir une excellente diversité. Ce qui est très important, et ça je pense que c'est un point qui nous a surpris, en tout cas on a très peu de pertes, on a très peu de non-actifs dans cette banque-là, ce qui est complètement surprenant, puisque on sait tous que les enzymes ne sont pas forcément très tolérants à la mutagénèse. Or, en tout cas pour moi, ces P450-là, je parle bien de ces P450-là, hein, sont très tolérants aux modifications de la structure. Donc la cartographie est encore difficile, ça c'est clair, on n'est pas encore au point où on arrive à cartographier exactement les motifs sur une structure qui reconnaissent spécifiquement tel substrat et qui éventuellement l'orientent pour arriver dans le site actif. Par contre, ça met très bien en lumière qu'effectivement les canaux d'accès sont probablement les points où rentrent la plupart des substrats. Le fait qu'il y ait une répartition un petit peu sur la surface de la reconnaissance met, à mon avis, en évidence un rôle essentiel de la dynamique et de la respiration finalement de la protéine dans le fait d'ouvrir ou pas les canaux d'accès. Enfin, on montre quand même qu'il y a des zones préférentielles suivant la taille des substrats. Et ça peut être une piste après pour développer des P450 particuliers. Alors, en termes de perspective, et on va revenir un peu à la partie peut-être biotechnologique, cette collection de mutants qui a une très bonne diversité, ça permet, en tout cas chez nous, ça a permis de screener des activités nouvelles. Et ça, c'est important, parce qu'au niveau biotechnologique, exactement comme les flavines monoxygénases, les P450, ils reconnaissent beaucoup, mais si en plus on leur donne un petit coup de pouce, ils reconnaissent encore plus.
on a eu plusieurs projets en cours dans lesquels, qui étaient des projets industriels d'ailleurs, donc je ne peux pas vous donner les noms des molécules, mais en tout cas, on a pu générer, à partir de ces banques-là, des nouvelles hydroxylations sur des flavonoïdes et trouver des formes, et on a des projets en cours de la même manière pour trouver des nouvelles hydroxylations sur des terpènes, à partir de ces banques de P451 et A2. Ce point ici m'intéresse particulièrement. Est-ce qu'on peut associer diversité avec perte de spécificité? On a des molécules des P450 qui sont très peu actifs, mais ça c'est vrai de tous les P450 du métabolisme, des xénobiotiques, qui ont des activités très très faibles, qui ont peu de motifs discriminants. Et on se demande finalement, est-ce que cette diversité n'est pas essentielle pour les P450 pour leur permettre finalement d'évoluer? Pourquoi? En fait, quand on revient à ces stratégies combinatoires, on voit très bien que, bon, pour ceux qui ont parlé, enfin, de l'Assemblée, j'en reconnais, qui savent ce que c'est que l'évolution combinatoire des protéines, ce type de schéma est important. Lorsqu'on fait l'évolution des protéines, on essaye toujours de trouver des activités très fortes et de screener pour des activités de plus en plus fortes. Et on représente souvent ça sur un paysage où on part d'une activité et on essaye d'aller vers un point encore plus haut, toujours en essayant de monter. Et dans le cas des P450, on a l'impression qu'on n'est pas du tout déjà sur un sommet, en tout cas les P450 du métabolisme, mais qu'on est vraiment dans le fond de la vallée, c'est-à-dire dans un endroit où finalement on laisserait au P450 la possibilité de monter vers les sommets. Parce qu'effectivement, si vous voulez aller de là à là, il n'est pas évident qu'on puisse sauter d'un endroit à un autre et que des fois, il faut effectivement repasser par des chemins qui consistent d'abord à aller chercher à perdre soit de la spécificité, soit de l'activité. Et à mon avis, les P450 sont effectivement dans cette partie-là, ce qui est, pour les applications biotechnologiques, extrêmement important, parce que ça veut dire qu'ils ont la capacité de monter vers des sommets qui ne sont pas encore connus. Voilà. Donc la deuxième partie de mon topo, je vais aller peut-être un petit peu plus vite, concerne la partie dynamique et transfert d'électrons. Et c'est sur la P450 réductase dont vous a parlé Marc, et qui est encore une fois issue de ce même principe, c'est-à-dire des chimères. Avec ces chimères, on peut identifier comme mécanisme enzymatique. Et on va parler ici d'échange de domaines catalytiques. Donc je vais reprendre encore une vue différente de ce que vous a présenté Marc, c'est quels sont les systèmes de transfert d'électrons au P450. Il y en a de multiples, d'accord, et ils réalisent tous la scission finalement des deux électrons du NADPH vers un transporteur qui lui prend les électrons un par un et qui les transfère au P450 un par un, d'accord, au cours du cycle catalytique. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la cytochrome P450 réductase dont il vous a parlé, qui finalement rassemble la partie réductase avec la partie transporteur. Donc voilà, structurellement, il n'y a pas trop de difficultés. On avait toujours imaginé que la P450 réductase était issue de l'évolution naturelle entre une flavodoxine et une ferridoxine réductase. Effectivement, alors au niveau génique déjà c'est à peu près le cas, mais au niveau structure, on retrouve parfaitement la structure de la flavodoxine dans le domaine FMN de la réductase. On retrouve un peu moins bien, une partie en tout cas de la ferridoxine réductase dans le domaine FAD de la P450 réductase. Il y a une petite partie ici qui est différente, on va y revenir ici, puisque finalement, dans cette P450 réductase, les deux domaines sont assemblés, mais il y a un domaine au milieu qui fait la connexion et dont on ne sait pas très bien comment il fonctionne. Alors, au niveau génétique, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, puisqu'on pourrait s'imaginer que pour rassembler deux domaines, il suffit de mettre un élastique entre les deux. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Si on prend ce domaine de connexion ici qui est en rose, d'accord, en fait, il est scindé en deux dans la partie génique. C'est-à-dire qu'il y a un premier morceau du domaine, puis ça rentre dans le domaine FAD, et puis ça reconstitue une autre partie du domaine de connexion. Donc au niveau génétique, c'est effectivement un petit peu plus difficile que simplement mettre un élastique entre les deux. Mais bon, pour l'instant, on va admettre qu'il y a trois domaines. Le domaine FMN, le domaine de connexion, mais en fait, tout ce domaine-là, le rose et le vert, on l'appelle le domaine FAD, pour finalement les nommer par rapport aux flavines qui sont présentes dans ces deux domaines. Cette structure-là est très conservée au cours de l'évolution. Si on prend la P450 réductase humaine, de rat ou de levure, vous voyez qu'ici il y a 92% d'identité, on s'attend effectivement à ce que les deux structures se ressemblent, elles se ressemblent, mais là il y a 29% d'identité et les structures se ressemblent. Et les structures se ressemblent dans leur organisation en plus. C'est-à-dire que non seulement les domaines se ressemblent,
mais en plus, les deux domaines sont agencés de la même manière. Mais comme vous l'a dit Marc, la P450 réductase, elle doit transférer des électrons de son FAD au FMN, ça c'est pour la scission des électrons, mais n'empêche qu'après, elle doit transférer des électrons au P450. Et les structures de P450 réductase qu'on a eues jusqu'à 2009, les premières sont parues en 1994, en 15 ans, nous avons eu toujours ces structures dans lesquelles les deux flavines sont face à face, 4 angstroms. On voit très bien, on imagine très bien le transfert d'électrons entre le FAD et le FMN, il n'y a aucun problème. Maintenant, si on essaye d'approcher un P450, ça ne va pas. Sur ces structures-là, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une trentaine d'angstroms. Donc la structure telle qu'elle était présente jusqu'en 2009, on ne comprenait absolument pas pourquoi les électrons pouvaient passer du FMN au P450, vu la distance qu'il y avait entre les deux centres. Et donc je reviens à cette histoire, encore des chimères, toujours des chimères chez nous. Et ici, l'idée, c'est de se dire, finalement, l'alvure est très loin. Entre l'homme et l'alvure, il y a vraiment des millions d'années d'évolution. La structure, donc il y a 29% d'identité de séquence. Donc là, avec 29% d'identité de séquence, faire des mosaïques, ça devient très très compliqué, moléculairement parlant. Donc on s'est dit, la seule chose qu'on connaît, c'est que le domaine flavodoxine, c'est un domaine à lui tout seul, le domaine ferredoxine réductase, c'est un domaine à lui tout seul. Allez, on échange. On prend le domaine flavodoxine de l'alvure, et on va le mettre avec le domaine FAD humain, et on fait le contraire. De manière surprenante, alors qu'encore une fois, ces deux protéines ont des millions d'années d'évolution, les protéines chimères sont actives. Pas très actives, mais sont actives. Sont actives à 10% environ des protéines parentales. Pour un biochimiste, 10% c'est beaucoup, mais vu le degré d'évolution entre les deux, on peut se dire, finalement, c'est pas si mal. Ça veut dire qu'il y a quand même encore, malgré le fait qu'on ait une partie humaine et une partie de levure, il y a encore un mécanisme qui fonctionne dedans. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fonctionne avec des accepteurs artificiels, et ça fonctionne aussi avec les P450. Vous voyez ici, par rapport aux protéines parentales, ce n'est pas fabuleux, mais ce n'est pas non plus zéro. Donc on s'est dit, on commence à toucher quelque chose. Peut-être qu'on a touché une fonction essentielle de la protéine. Maintenant, il faudra savoir quelle est cette fonction essentielle. Donc les deux chimères sont toujours actives pour le transfert des électrons avec des accepteurs naturels et artificiels, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a encore un transfert interne depuis le NADPH vers le FAD, vers le FMN, et donc les domaines FMN de levure et FAD humain sont encore compatibles entre eux. Alors, encore une fois, ce qui change entre les deux protéines, c'est uniquement l'enveloppe protéique. Les flavines sont strictement identiques. Il n'y a pas de différence entre le FMN humain et le FMN de levure, c'est le FMN tout court. On a une baisse évidemment de la vitesse de transfert des électrons qui est particulièrement visible lorsque le transfert est rapide. En fait, la perte est plus forte quand le transfert est rapide que quand le transfert avec les P450 qui est un peu plus lent. On voit moins cette perte. On a un changement important des potentiels redox des flavines. Bon, on s'y attendait évidemment. On a probablement donc un environnement chimique ou électrostatique de ces flavines dans ces protéines qui est très très différent. On a immédiatement, puisqu'on avait suffisamment de protéines, on s'est rapproché du LEPS pour aller faire de la cristallisation. On a cristallisé cette protéine avec Solange Morera. On a eu de magnifiques cristaux. Et là, surprise, on a une structure qui n'a, au niveau forme, rien à voir avec les structures de départ. Et cette structure correspond effectivement à un mouvement du domaine FMN qui sort, on a l'impression qu'il est éjecté finalement de la structure, qui sort, et là, le FMN, il est loin, tout seul. On imagine très bien que dans cette position-là, il peut interagir avec un P450. Alors, maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi cette protéine s'est ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ça, la première des idées, c'est qu'il y a quelque chose à l'interface entre les deux domaines qui s'est passé. Et pour analyser ça, on reprend tous les acides aminés de l'interface et on regarde chez l'humain ou chez l'alvure quelles sont les interactions qui sont présentes. Et quand elles sont... Ici, c'est une cartographie, il ne faut pas regarder dans le détail parce que ça n'a pas d'intérêt, mais sont portées ici sous forme de lignes les interactions qui existent entre un domaine et un autre. Et suivant la couleur, ce sont des interactions ioniques ou hydrophobes, etc. Et ce qu'on voit, c'est que
ces interactions, quand on les place sur les mêmes cercles, finalement, elles sont assez différentes. Il y a des types d'interactions qui existent et qui sont conservés, mais des types d'interactions qui sont des fois absolument pas conservés. On le voit sur globalement la forme des interactions de l'un, c'est-à-dire ces interactions qui sont présentes chez la levure, ne sont pas les mêmes que les interactions qui sont présentes dans la forme humaine. Et donc évidemment, si on prend un des éléments et qu'on le change, on perturbe ces interactions. Et si on perturbe ces interactions entre le FMN et le FAD, il est évident que ça va jouer sur l'affinité relative qu'il existe entre ces deux domaines, et donc la protéine aura plus tendance à s'ouvrir. Mais ce qui était important ici pour nous, c'était de voir quel type d'interaction était important dans cette partie-là. Et ce qu'on a mis en évidence, c'était que principalement, c'était des interactions électrostatiques qui manquaient ou qui étaient différentes entre les deux protéines et qui, du coup, n'existaient plus dans la chimère. Le rôle de l'électrostatique, donc, modulation du transfert vers les donneurs, c'est quelque chose qui était connu sur la P450 réductase depuis des années et des années, et qui était associé, en fait, quand on voyait une activité réductase qui était dépendante de l'électrostatique, on associait ça à un problème d'affinité entre les partenaires. Mais finalement, le fait d'avoir une chimère qui est ouverte, pour lesquelles l'électrostatique est modifiée au niveau de l'interface, est-ce que finalement ce n'est pas ça qui fait qu'on ouvre la CPR? Et du coup, est-ce qu'on peut moduler cette activité finalement? L'électrostatique peut moduler l'activité de la P450 réductase sans finalement modifier l'affinité qui existe entre les différents partenaires. Et donc, pour ça, on a repris donc, les protéines parentales. On est allé faire du SAX à Soleil avec Javier Pérez. Ici, vous voyez la courbe de SAX qui est faite en absence de sel dans le tampon. Donc on a une courbe de SAX qui est parfaite et qui, quand on l'analyse ensuite, donne exactement la structure fermée, celle que vous avez au départ de la réductase. Donc tout va bien. En absence de sel, il n'y a pas de problème. Maintenant, lorsqu'on augmente la concentration en sel et qu'on refait ces analyses de SAX en modifiant cette concentration, en modifiant finalement la quantité de sel dans l'échantillon, alors on voit une modification absolument magnifique, avec en plus ici une transition qui montre un point isobeste, c'est-à-dire qui montre une transition entre deux états. Là, il y a un petit souci, c'est un équilibre ici. Et qui montre un nouvel état, finalement, qu'on appelle l'état unlocked, parce que ouvert n'est pas forcément le terme qui est le plus adapté. Quand on analyse les rayons de gyration de cette forme-là, on voit que par rapport à la forme fermée, qui montre un joli pic presque symétrique, ici on a un étalement. Et donc finalement, la protéine en fait, se promène dans un continuum d'états qui sont des états ouverts. Et donc on a défini que finalement, peut-être on était en présence, suivant la concentration en sel, d'un état fermé, un état locked et un état unlocked, et que ces deux-là sont en équilibre, et que cet équilibre est modifié par la concentration en sel. Et de fait, lorsqu'on analyse les données maintenant et qu'on reprend ces courbes de SAX et qu'on analyse, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les coefficients qui permettent de passer de l'état fermé à l'état ouvert, ça suit une loi qui est en plus connue des gens qui font des protéines, qui ressemble typiquement à une loi de dénaturation. D'accord ? Et donc on a finalement, on peut analyser ces équilibres, et lorsque le SAX analyse ces équilibres, alors le SAX, le défaut finalement des logiciels de SAX, c'est d'essayer de minimiser le nombre de structures, donc on minimise, et effectivement on obtient ici un groupe de 11 structures, mais qui est probablement faux, puisque le SAX par définition va essayer de minimiser tout ça. Mais on va voir par la suite que finalement c'est beaucoup plus que 11 structures dans la forme unlocked. Et donc la deuxième partie, finalement, c'était de faire ce travail identique avec cette forme humaine, mais avec le groupe de RMN d'Eric Guittet, et particulièrement Ewen Lescope. Alors, les données de RMN montrent, alors on ne va pas non plus rentrer dans le détail, mais le long de la titration en sel, en fait, la RMN voit tous les intermédiaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre la forme fermée et la forme ouverte, on peut déterminer la vitesse à laquelle se passe cet échange, d'accord? Puisqu'il est forcément plus rapide, etc. Bref.
Donc cet échange, cette constante d'échange entre la forme fermée et la forme ouverte, elle est supérieure à 10 puissance 3 par seconde. Donc vous imaginez, c'est extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide, c'est plus rapide que le K4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la protéine passe son temps à s'ouvrir et se fermer, et ce, beaucoup plus rapidement qu'elle transfère des électrons. Ensuite, on a une deuxième analyse RMN qui montre qu'une fois que la forme est ouverte, elle explore finalement la totalité des conformations disponibles. Elle est juste limitée simplement par cette espèce de linker qui lie les deux morceaux. C'est-à-dire que le volume que le domaine FMN explore est la totalité du volume qu'il peut explorer. Il n'y a aucune limitation dedans. Alors, pour en revenir finalement à quel est le rôle finalement de ce mouvement et comment on peut le lier maintenant à la catalyse. Donc on a repris des données qui sont des données de la littérature qui existent depuis les années 60. L'activité de la P450 réductase, l'activité de transfert des électrons, elle est dépendante de la concentration en sel et elle montre en fait finalement un sommet et elle redescend ensuite à haute concentration en sel. Donc il y a un maximum qu'on peut voir ici à un pH 7,4. Quand c'est à pH 6,7, ce maximum est différent, mais ça suit toujours cette même forme. OK. Donc ça, ce sont des données qu'on a régénérées pour être sûr d'avoir les mêmes tampons, les mêmes sels, les mêmes protéines, etc. Mais ce sont des données qui existent depuis les années 60, et c'était ça qui faisait dire à tout le monde que finalement, il y avait un problème d'interaction entre les partenaires. Bon. Maintenant, sur cette figure, si on analyse avec les deux courbes de Sachs, puisque je rappelle que les deux courbes de Sachs nous donnent exactement les proportions d'ouvert et de fermé à toutes les concentrations en sel, si on analyse ça, donc ça, c'est les deux courbes de Sachs ont été faites au même pH. La demi-transition ici, qui est ce point dans lequel on a finalement en concentration autant de la forme fermée que de la forme ouverte, ces points de transition, si on le projette ici, il y a quand même quelque chose de curieux qui apparaît, c'est que le maximum de l'activité, il est exactement à la même concentration en sel que la proportion 50-50. Donc il y a finalement quelque chose qui n'est pas forcément relié au cytochrome C dans ce phénomène d'activité. Donc pour ça, il faut générer un modèle mathématique, évidemment, qui a été généré par Ewen Lescope, d'ailleurs, dans lequel on va simplifier à outrance le mécanisme de la réductase, qui est beaucoup plus complexe que ça. Mais on va le simplifier. Disons qu'on a l'équilibre entre les deux formes, la forme L, qui est la forme fermée, enfin l'état fermé, l'état locked, et la forme U, qui est l'état unlocked, donc ouvert. Et on dit que c'est l'état unlocked qui peut effectivement, quand il est réduit, transférer des électrons au cytochrome C, puisque c'est quand le domaine FMN est dehors. Puis ensuite, il est oxydé, donc il peut échanger avec la forme fermée, et c'est cette forme fermée qui, elle, va réaliser le transfert entre les deux flavines. Donc c'est un modèle, on est bien conscient, c'est un modèle simpliste, parce que la réductase est plus complexe que ça, mais bon. Quand on dérive toutes ces équations, alors à ce moment-là, on aboutit, donc ici c'est, à la place de ce joli carré, c'est un égal. On aboutit à quelque chose qui est que si ces vitesses de transfert sont très rapides, ce qui est le cas, puisqu'on les a mesurées et qu'elles sont beaucoup plus rapides que la catalyse, et si K1 est de l'ordre, à peu près, de l'ordre de grandeur de K2, c'est-à-dire si le transfert d'une flavine à l'autre, il a à peu près du même ordre de grandeur que le transfert du FMN vers le cytochrome C, à ce moment-là, en fait, le K4, on peut l'assimiler à PU, PL. PU, PL, c'est la probabilité d'avoir la forme ouverte, la probabilité d'avoir la forme fermée, la multiplication des deux, multipliée par une constante qui est finalement K1 ou K2. Maintenant, on prend simplement avec le K, qu'on connaît puisqu'on le calcule, et qu'on connaît PU, PL, puisqu'on les a déterminés par Sachs, et finalement on fait ici en ligne continue PU, PL, K, voilà ce qu'on obtient. Donc on n'obtient pas la forme parfaite, on est clair, le modèle est simpliste, et je pense qu'il y a un certain nombre d'autres mécanismes qui rentrent en jeu, mais on mime quand même de manière spectaculaire la forme, en tout cas le point d'inflexion de la courbe, ça c'est sûr. On mime très mal cette partie-là, et ça je pense que ça nous pose encore problème, et on n'arrive pas à savoir exactement ce à quoi c'est dû, mais on mime parfaitement, en tout cas, le type de courbe que l'on obtient avec le cytochrome C. Ce qui montre probablement que finalement, lorsqu'on attribue cet effet électrostatique d'interaction entre les deux partenaires, ce n'est pas forcément la bonne raison.
Au niveau paysage énergétique, à quoi peut ressembler finalement le paysage de la réductase? Elle oscille entre deux états qui sont finalement des états qui sont assez plats, disons, d'accord, un état qui est fermé, qui est un peu plus stable, et puis elle peut aller à l'état ouvert. Donc dans ces cas-là, et ce sont des transitions qui sont très rapides. Et puis tout à coup, elle passe de la forme oxydée à la forme réduite, et là, pareil, elle peut osciller très rapidement entre la forme fermée et la forme ouverte, et puis réduire à ce moment-là l'accepteur et recommencer dans ce sens-là. Donc on a deux paysages finalement dans lesquels la protéine oscille, qui sont des paysages assez, je dirais, plats, et la protéine se promène dans ces états-là très rapidement, et puis les étapes chimiques, finalement, sont les étapes lentes de la réaction. Alors, quelles sont les perspectives qu'on peut imaginer à partir de là? En fait, les protéines qui sont multidomaines, comme la CPR, comme la P450 réductase, ça correspond à plus de 70% des protéines. Et on ne se rend pas bien compte que finalement, les enzymes monodomaines représentent une minorité finalement par rapport à des enzymes dans lesquelles les domaines catalytiques peuvent être assemblés. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on voit finalement que le mouvement des domaines n'est pas synchronisé avec le cycle catalytique. Et ça, pour nous, c'était extrêmement surprenant. Mais finalement, quand on y réfléchit, au niveau de l'évolution de ces protéines, c'est un système qui est simple. Pourquoi? Parce qu'on ajoute un linker qui, dans le cas de la réductase, est non spécifique. Bon, il y a le domaine de connexion, on n'a pas vraiment analysé ça, mais le linker en lui-même qui relie les deux morceaux, c'est un morceau de protéine qui est élastique, c'est tout, c'est un élastique. C'est un câble, quand les deux protéines s'ouvrent, il n'a aucun rôle pour orienter, il est là pour retenir simplement les deux morceaux. Et donc, lorsqu'on fait ça, on n'a pas forcément un contrôle strict de la dynamique, disons un contrôle de la dynamique qui serait lié au cycle catalytique. C'est-à-dire que finalement, si on fusionne des gènes de manière très simple, on prend deux domaines catalytiques, la fusion intervient avec simplement un petit morceau qui relie les deux, ce système-là, mais il va être évidemment très dynamique, mais il peut être très efficace, et il peut être très efficace dans le contrôle effectivement des mouvements. Et en termes de biologie de synthèse et de reconstruction enzymatique, ça nous a entraîné finalement à lancer d'autres sujets qui sont comment on peut faire réaliser de la fusion artificielle entre domaines catalytiques avec des enzymes de la même voie. Donc il y a des travaux qui étaient pionniers dans cette partie-là. Et nous, on essaye avec donc la voie des caroténoïdes pour l'instant de reconstruire, parce qu'il y a déjà des fusions naturelles dans les voies des caroténoïdes, on essaye de reconstruire finalement des systèmes multi-enzymatiques fusionnés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand la nature, imaginez trois étapes enzymatiques simples, si vous imaginez que K1 ici égale K2 égale K3, les constantes de vitesse sont identiques, pour que le système fonctionne à l'optimum, vous avez besoin que les concentrations en A, en B, en C soient identiques. Si les constantes de vitesse sont identiques, la vitesse sera identique si les concentrations sont identiques. Donc quand c'est un système libre, ça veut dire que la cellule se débrouille pour avoir à peu près la même concentration des trois partenaires, tout va bien. Si maintenant vous imaginez qu'ils sont fusionnés, c'est le cas de la réductase, où les deux extrémités, les deux vitesses, si vous voulez, sont identiques, et donc vous avez besoin d'un système qui oscille rapidement, mais qui oscille à 50-50, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence. B peut être au milieu de A, disons, en termes d'équilibre, la proportion qu'on avait vue de 50-50 entre ouvert et fermé peut correspondre à la situation optimum. Maintenant, on imagine qu'il y a une des constantes de vitesse, ici la première, qui est beaucoup plus basse, et donc que le système est beaucoup plus lent, en tout cas sur cette première étape. Quand les systèmes sont libres, le moyen d'adaptation est très clair, il suffit d'augmenter la concentration. Si on veut compenser la perte de constante de vitesse, il suffit d'augmenter la concentration. Maintenant, dans un système qui est fusionné, évidemment, on n'a plus accès à cette stoichiométrie d'enzymes, et donc le seul moyen, peut-être, c'est cette fois-ci déplacer l'équilibre de telle sorte que B soit plus souvent en contact avec A pour, dès que les produits sortent, finalement, puissent être pris en charge par l'enzyme B. Et de manière absolument identique ou inverse, si vous voulez, à chaque étape, on peut imaginer que la perte de vitesse est compensée soit par une augmentation de la concentration quand les systèmes sont libres, soit par un déplacement de cet équilibre au sein d'un édifice multidomaine lorsque le système est attaché, puisqu'on n'a plus de contrôle de la stoichiométrie.
Voilà. Donc je voudrais remercier l'ensemble des gens qui ont participé à ce travail. Donc l'ensemble de ce travail a été particulièrement fait quand notre groupe était à GIF. Essentiellement, la partie enzymologie a été faite par Philippe Urban, les parties analyses statistiques par Denis Pompon. Ça a aussi correspondu au travail de Valérie Abécassis et Laetitia Gézéquel, qui étaient des étudiantes en thèse. La partie P450 réductase a été initiée par moi avec Louise Aigrin, qui était une des premières étudiantes en thèse, et puis Fatané qui a suivi. Je voudrais remercier évidemment aussi les gens qui ont collaboré à ce travail. Pour le LEB, Solange Morera pour la partie cristallisation, à l'ICSN, donc la partie RMN à Auchan avec Bruno Vincent, Oriane Française qui finit sa thèse avec Ewen Lescope évidemment. Et puis la partie SAX qui a été faite avec Javier Pérez au synchrotron Soleil. Et sur ce, je vous remercie de votre attention.